C'est un endroit où deux époques, deux humanités très éloignées se rencontrent. D'abord, la préhistoire avec au-dessus de nous, sur cette colline, l'une des grottes ornées les plus célèbres sur la planète, Lascaux. Ensuite, le présent avec, dans ce bâtiment moderne, audacieux, Lascaux 4, la réplique à l'identique de la totalité de la cavité. Notre invité fil rouge est un enfant du pays, mais surtout l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'art rupestre, Jean Clotte. Avec lui, nous allons aller au-delà de l'émerveillement et tenter de poser les hypothèses sur la raison d'être de ces chefs-d'œuvre. Dans cette émission, nous allons également évoquer une histoire étonnante, celle de ces paysans périgourdins devenus il y a plus d'un siècle des préhistoriens respectés. Nous irons également à la découverte d'un autre chef-d'œuvre méconnu, celui-ci, situé dans le Poitou, le Roc aux Sorciers, surnommé le Lascaux de la sculpture. Cap Sud-Ouest, Lascaux, la préhistoire pour passion. On le surnomme parfois l'homme des cavernes. Sans doute parce qu'il a passé des milliers d'heures sous terre à chercher les traces laissées par nos ancêtres. Plus encore parce qu'il est reconnu comme l'un des plus grands spécialistes de l'art pariétal au monde. Né dans l'Aude en 1933, Jean Clotte fait partie de ce petit cercle qui a exploré et souvent étudié les plus belles grottes ornées de la planète. Pour les préhistoriens, la grotte de Lascaux, elle occupe vraiment une place à part. Ah oui. Oui, Lascaux, c'est Lascaux. C'est vraiment à part. C'est la grotte ornée, par excellence. Vous l'avez visitée, la grotte originelle, la Ah vraie, oui. combien de fois à peu près, vous avez une idée? Oh, une bonne douzaine de fois. Je l'ai vue de plusieurs points de vue, pour les problèmes de conservation. Aussi, souvent pour mon plaisir, hein, parce que quand on est dans Lascaux, on a un sentiment extraordinaire. J'ai vu des gens pleurer à Lascaux, d'émotion devant les peintures. Et je les comprends parce que on a un choc. Découverte de façon rocambolesque par 4 gamins de Montignac en 1940, la grotte de Lascaux a connu un destin à nul autre pareil. Durant plus de 20 ans, les touristes de la région et du monde entier viennent admirer les peintures, gravures et dessins originaux. Mais en 1963, Lascaux doit être fermé. Les chefs-d'œuvre sont menacés. 20 ans plus tard, on ouvre un premier fac-similé qui permet de découvrir une partie de la grotte. Avec Lascaux 4, la restitution est cette fois complète. 900 mètres carrés de parois ornées copiées au millimètre près. Pour se rendre au fac-similé, on emprunte ce chemin des découvreurs. On Oui. entend parfois des sons d'ailleurs, ceux qu'ont vécu les 4 me gamins en fait rire, 1940. On descend, on change d'espace. Est-ce qu'on peut dire qu'on change de monde? Oui, on change de monde. Oui. Le monde souterrain est un autre monde. Et pour les gens de l'époque, c'était un monde surnaturel. Jean, on vient de faire un bond dans le temps de combien d'années? Moi, je dirais entre 20 et 25 000 ans. À mon avis, mais je ne suis pas certain d'avoir raison.
Cette salle s'appelle la salle des taureaux et on comprend pourquoi au-dessus de nous, il y a ces immenses têtes de taureaux d'auroch. Vous qui connaissez le vrai Lascaux, est-ce qu'on s'y croit là? Oui. Puisqu'on est dans un facsimilé. Oui, on s'y croit. Oui. On s'y croit, ouais. Cette grotte a été reproduite comme elle est. Et avec ses volumes de façon très précise. Et on retrouve le même écho que dans la grotte authentique. On quitte la grande salle des taureaux et on rentre dans ce qu'on appelle le diverticule axial. C'est plus étroit et il n'empêche, des peintures, il y en a partout. Là, ici, nous sommes dans l'endroit fabuleux à l'entrée du diverticule axial avec ces animaux qui se déploient non seulement sur les parois, mais sur les voûtes. Il a fallu y grimper, parce que c'est là que la paroi était blanche et était bien conservée. Remarquez comme ces animaux sont vivants. Ils courent, ils sautent. L'art de Lascaux n'est pas du tout figé, c'est un art vivant. Avec également un sens du détail. Voilà, ce bovidé au-dessus de nous, son œil, moi j'ai l'impression qu'il nous regarde. Oui, c'est fait pour. Quelquefois, ce n'est pas conforme à la réalité. Regardez, la tête de ce cheval, elle est disproportionnée, elle est beaucoup plus petite qu'elle ne devrait être. Mais ça fait rien, ce qui importe, c'est le mouvement du cheval. Et ces dessins, ils ont vraiment une parenté. Alors, si ce n'est pas la même personne, homme ou femme, ça on ne sait pas, qui a fait ces dessins, en tout cas, c'est peut-être des gens qui travaillaient ensemble. Faisons tomber une éventuelle idée reçue, l'homme des cavernes ne vivait pas à l'intérieur des cavernes, au fond de ces grottes. Non. Il pouvait habiter dans l'entrée, ce qui est le cas ici, mais il n'habitait pas dans les parties où nous nous trouvons. Aller d'ailleurs faire des dessins dans des galeries profondes, ce n'est pas du tout anodin, parce qu'il fallait amener de quoi les faire, ces peintures. Il fallait amener les pigments. Et donc, c'était un choix, et un choix que nous, on appellerait culturel. Bien sûr, on se pose la question du pourquoi. Vous faites partie de ceux qui ont proposé une hypothèse, le chamanisme. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer les grandes lignes? Oui. Dans le chamanisme, le chaman peut envoyer son âme dans le monde surnaturel, il peut voyager dans le monde surnaturel. Il ne le fait pas pour le plaisir, il le fait en général pour guérir des malades, pour faire venir la pluie lorsqu'on est en période de sécheresse, pour toutes sortes de choses, pour éviter les catastrophes. On n'a pas de preuves. Pourquoi aurait-il fait ces dessins? Est-ce que c'est, par exemple, ça favorisait la transe? Est-ce que c'était simplement des dessins qui racontaient les histoires de la tribu? Tout ça, c'est pas du tout impossible. Nous sommes dans la partie qui n'était pas représentée jusqu'à présent dans les facsimilés précédents. Et là, on a la vache noire, sublime. Et puis ici, alors là, cette scène en face, on a ces 5 têtes de cerf. Ça a l'air d'ailleurs d'être le même cerf qui descend et qui remonte, qui traverse une rivière peut-être. C'est peut-être oui, le même d'où cerf. cette tête un petit peu en l'air comme ça. Oui, c'est pas du tout impossible, ça a été dit. Ce qui est certain, c'est que ces dessins racontent quelque chose, mais que ce quelque chose nous échappe aujourd'hui. Et oui, et si en passant de l'autre côté, il y a une autre vie, moi j'aimerais bien leur poser des questions. La préhistoire est paradoxalement une discipline scientifique récente. Quand en 1879, on découvre dans le nord de l'Espagne la première grotte ornée, l'immense majorité des scientifiques refusent alors de croire que des hommes, réputés sauvages et incultes, puissent avoir produit de tels chefs-d'œuvre. Mais les découvertes se multiplient, principalement en Dordogne. Parmi les préhistoriens pionniers en Périgord, on compte des ecclésiastes érudits comme l'abbé Breuil, l'abbé Glory
mais aussi de simples paysans saisis par le virus de la préhistoire. Nous voici à Castelmerle, un petit vallon de 300 mètres seulement, où l'on retrouve une dizaine de gisements occupés sans discontinuer durant 40 000 ans. Une famille, les Castanet, possède aujourd'hui tout le vallon. Ils préservent ce patrimoine, accueillent le grand public, mais aussi les spécialistes. Isabelle est la 4e génération à vivre cette passion pour la préhistoire. Comment toute cette histoire commence? Eh bien, commence sur le chemin que nous sommes en train d'emprunter, puisque par ce petit sentier, mon arrière-grand-père venait donc rendre visite à mon arrière-grand-mère. Et en passant par là, eh bien, il a vu un abbé qui était en train de fouiller, qui était l'abbé Landesque, et qui fouillait à l'abri juste derrière nous. Il a voulu travailler avec lui. On a quelle période là? Alors, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e. Et puis là, ça a été véritablement un déclic dans sa vie. Il est devenu totalement passionné pour la préhistoire. Il était paysan, donc il ne fouillait pas durant les périodes de travaux agricoles. Ah oui. Il fouillait l'hiver, sinon l'arrière-grand-mère n'était pas tout à fait d'accord. Il a donc été l'un des premiers à comprendre qu'il fallait chercher des petits objets dans des sédiments. Donc il s'est fabriqué des tamis. Il a tamisé dans les sources qui sont juste à côté de nous. Et ça a permis de trouver énormément de petites merveilles qui sont notamment exposées dans le petit musée familial que nous avons dans le village de Serjac. Et voilà le conservateur du musée, René Castanet, donc le fils de Marcel. Et c'est votre grand-père. Et voilà, et c'est mon grand-père. Il faut comprendre que votre grand-père, René, dans le milieu de la préhistoire, c'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est une figure locale. Il faisait les relevés de Lascaux avec l'abbé Glory. Enfin, Ouais. René, c'est l'histoire de la préhistoire vivant. Hein. Tous les objets présentés ici sont quoi? Des copies? Ce sont des originaux. On peut regarder de plus près? Bien sûr. Allez. Vous parliez de parure. En fait, c'est un collier, c'est ça? Oui, les perles ont été retrouvées une à une, entamisées dans la terre. Il y a d'abord des perles en ivoire de mammouth. On a des perles en stéatite, comme cette remarquable pendeloque qui est au centre. C'est une roche, hein, la stéatite. Voilà, c'est du talc. Elle est datée autour de moins 35 000 ans. Et celles-ci sont des éléments de parure qui ont été façonnés façon coquillage. Aujourd'hui, vous vous sentez à la fois héritière et responsable d'une histoire? Oui, complètement. Et puis surtout d'une transmission. C'est la préhistoire pour tous, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Donc, voilà, le montrer, continuer de faire des fouilles, montrer les objets dans le musée de manière ludique, c'est très important. Retour à Lascaux 4. L'oreille piquée dans la nuque. Marie, originaire de Périgueux, fait partie des 30 médiateurs sélectionnés parmi les 900 candidatures reçues. On a l'impression vraiment de voir le mouvement, de sortir la tête de l'eau. Nous la retrouvons dans l'atelier, cet espace où les visiteurs peuvent découvrir les détails de Lascaux, notamment les gravures, si difficiles à discerner. Alors Jean, je vais vous montrer des figures qu'on vient de découvrir en refaisant la grotte de Lascaux, en faisant les relevés. Des nouveaux? Oui, complètement nouvelles. Personne ne les a jamais observées à part nous. Alors je me fais un plaisir de vous les faire découvrir ici. Regardez par là, à l'entrée de l'absidiole. Oh, attendez, c'est quoi? C'est un humain? Eh bien oui. Sa main qui tient une sorte de flèche, son Ouais, sexe en bas, les pieds. Ça, c'est bizarre. Hein? Première fois qu'on trouve cette représentation dans la grotte. Ça, c'est très bien que les techniques modernes nous permettent de donner à voir au public et nous permettent de comprendre nous-mêmes. Hein. Donc, on découvre toujours. Grâce aux technologies modernes, on peut voir des choses qu'on ne voit pas facilement. Et oui, parce que la grotte est dépositaire d'un message qui a plus de 20 000 ans et que parfois, eh bien, le temps a altéré un petit peu les pigments qu'il y a sur les parois.
Cette scène-là, qu'est-ce qu'on voit grâce justement à ces technologies modernes? On a une espèce d'horde de chevaux qui vont sortir de la grotte, qu'ils se déploient sur la paroi, alors que vous avez un animal différent. Ici, présentement, c'est un bison qui va aller, lui, vers le fond de la grotte. L'art des cavernes, l'art des grottes, c'est un art d'évocation, de suggestion. Alors moi, je vois des flèches là, arriver par exemple. C'est une interprétation plausible ou... C'est des symboles. Vous voyez les flèches qui vont plutôt rentrer sur la robe du cheval, tandis que sur le bison, à sa droite, vous les voyez plutôt en sortir. Le fait qu'on dise c'est une flèche, peut-être qu'on se trompe, je le vois moi avec mon œil d'aujourd'hui. Oui, mais on ne peut pas faire autrement. C'était peut-être pas des flèches, c'était peut-être des signes psychologiques Ou autre une force. chose. Une force, mais pas forcément l'acte d'agression d'aller chasser le cheval. Bel endroit pour une rencontre, cette galerie de l'imaginaire où sur une centaine d'écrans se télescopent les œuvres d'artistes contemporains, Miro, Tapies. Et là, je vois cette vache de Lascaux et cette vache de Picasso. Est-ce que finalement, il n'y a pas en commun de la part de ces artistes une façon de nous interpeller? Que ce soit Picasso ou que ce soit les gens il y a 35 000 ans, nous sommes ce qu'on appelle des hommes modernes. C'est-à-dire que si on pouvait prendre une machine à remonter le temps et prendre une femme ou un homme à cette époque-là, on pourrait avoir des enfants avec eux, ça y a aucun doute. Ils avaient le même cerveau que nous, ils étaient comme nous. La principale préoccupation de ces chasseurs-cueilleurs, c'était bien évidemment de trouver à manger, mais il y a eu un type d'homme particulier qu'on peut appeler des artistes, il a fallu leur dégager du temps. Les gens qui tuaient un bison, par exemple, ils en avaient pour un certain temps à le débiter et à le manger. Donc, ils peuvent s'adonner aux arts ou autres activités qui ne sont pas immédiatement nourricières. Marie, la notion d'art, pour toi, elle est commune à ces hommes il y a 20 000 ans et à nous aujourd'hui? Quand on voit la frise des cerfs dans la grotte de Lascaux, la façon exceptionnelle dont l'artiste utilise les différentes couleurs de la paroi pour symboliser la rivière qui va couler et évoquer le temps qui passe, ce cerf qui avance. Oui, je pense qu'ils étaient réellement sensibles à ce qui est beau, à l'art en général. Je pense que tout ce qui peut élever un peu l'âme a toujours été une forme de langage qu'on a privilégié. Est-ce que finalement, le fait que la raison d'être de ces œuvres reste un mystère, est-ce que ce n'est pas aussi un plaisir? Oui, on aimerait bien savoir quand même. Le scientifique qui revient. Et les chercheurs, leur but c'est de comprendre le plus possible sans trop faire jouer leur imagination. Il faut rester les pieds sur terre, il faut dire ça c'est une certitude, ça c'est une hypothèse, et ça c'est de la poésie. Et on peut se trouver seul devant certaines peintures et entrer en elle d'une certaine façon, entrer dans la paroi et se trouver en contact avec les gens, les artistes qui les ont faits. Nous sommes des humains et nous sommes touchés par cet art qui s'adresse à des humains il y a tant d'années. Le Périgord n'a pas l'exclusivité des sites préhistoriques. Pour le prouver, direction la commune d'Angles-sur-l'Anglin, située en Poitou, dans le département de la Vienne. Ces falaises abritent le Roc aux Sorciers, un site préhistorique de premier ordre, surnommé le Lascaux de la sculpture. Clôture, barbelé, c'est très protégé. Hein? Ah oui, il faut dire que c'est un vrai trésor qu'il y a à l'intérieur. Il n'y en a qu'un comme ça au monde. Donc on va rentrer, on a cette grande chance de pouvoir rentrer aujourd'hui. Voilà. On referme bien alors. Oui, vaut mieux. Il est très rare de pénétrer avec une caméra dans ces abris où il y a 15 000 ans des hommes ont vécu et sculpté la roche. Alors, on a au plafond
un bison de profil gauche avec sa tête ici qui est, Ah oui, je commence vous à le voyez, voir. avec l'oreille en Ah oui. relief, la corne, l'œil, le museau, je pense qu'il tire la langue même, le poitrail et les pattes antérieures. Ah, on les voit très bien, elle. Voilà, avec la ligne de ventre, le sexe, et les pattes postérieures. Vous voyez bien les deux doigts du sabot. Et puis, on monte sur la croupe. Elle est malheureusement un petit peu détériorée, mais on a bien la bosse du dos qui nous permet de déterminer le bison. Et puis, on arrive sur la tête avec ce chignon au-dessus de la tête et qui a un décor géométrique à l'intérieur. Ce bison, en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait toute une ribambelle d'autres animaux, mais également de figures humaines, qui constituaient le plafond qui s'étendait sur 4-5 mètres plus en avant et qui était entièrement sculpté, gravé et peint, mais qui malheureusement est tombé en 1000 morceaux et a vraiment scellé les couches d'occupation des hommes qui ont fabriqué cette œuvre. Et il reste des morceaux de ce plafond, Oui, hein, d'ailleurs. oui, voilà, justement. Il en reste un qui est conséquent, qui a été retrouvé, donc la face décorée contre le sol, hein, on le retrouve bien. Et là, vous avez par exemple le détail de petites pattes très finement sculptées. On doit ces découvertes à deux grandes dames de la préhistoire, Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothy Garotte. Les fouilles, minutieuses dans les années 1950, vont leur permettre de mettre au jour une frise unique au monde par ses qualités, sa dimension, le Lascaux de la sculpture. On est dans l'abri bourdois, l'autre partie du site du Roc aux Sorciers, où là, quelque chose d'exceptionnel, c'est cette frise sculptée qui s'étend sur plus de 20 mètres de long et qui n'est même pas finie de dégager. Mais sur ces 20 mètres de long, il y a notamment cet ensemble de bouquetins. Je dis ensemble pour commencer, mais en fait, on a une harde de mâles et on a ce qu'on appelle la chevrée, c'est-à-dire le regroupement des femelles et des petits. Et la taille, la morphologie de ce petit bouquetin, en fait, nous indique qu'on est au début de l'hiver, quand le troupeau des bouquetins se rassemble. Donc là, on est sur une histoire de la vie du bouquetin. Il faut répéter encore et encore que nous sommes dans le noir parce que le site est protégé, mais normalement c'est un abri sous roche, contrairement à Lascaux, Chauvet, qui sont des sanctuaires au fond des grottes. Ici, Voilà. cette Grande Terre, c'est le lieu de vie. Voilà, c'est le lieu de vie, c'est un art public accessible à tous, qui s'affiche dans la nature, en symbiose directe avec la nature qui est juste là. Et on a toute l'occupation au sol, où on a retrouvé tout le campement des Magdaléniens qui ont réalisé ces œuvres. Donc des lumières du soleil, du matin, du soir, c'est exposé plein sud, hein, et la nuit, on allume des feux. Voilà, la nuit on allume des feux, on en a quelques vestiges encore au sol. Donc un où on autre a éclairage. Voilà, un autre éclairage du sol qui fait encore plus mettre en valeur les sculptures, le relief. Et puis, notamment, on peut jouer avec les lumières, c'est-à-dire qu'on va voir ce petit félin qui tourne le dos à ce petit cheval. Et en fait, le carnivore et la proie, c'est-à-dire l'herbivore, le cheval, se tourne le dos. On peut jouer à un jeu de cache-cache et certainement raconter beaucoup d'histoires. Le Sud-Ouest est un Eldorado pour les scientifiques. Nous voici aux Aisies de Taillac, considérée comme la capitale mondiale de la préhistoire. On trouve aux alentours 37 grottes ornées, la plus forte densité en Europe, mais aussi des sites d'habitation, comme cet abri sous roche, qui domine le musée national de la préhistoire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, et puis il y en a un, celui-ci, La préhistoire expliquée à mes petits-enfants, qui s'appuie d'ailleurs sur des vraies questions de vos vrais Absolument. petits-enfants. J'ai 7 petits-enfants. Et ils avaient entre 6 et 16 ans. Les filles m'ont posé des questions un peu différentes, évidemment, des garçons. De quel genre? Pourquoi elles étaient différentes? Par exemple, il y a une de mes petites filles qui devait avoir 14 ans à l'époque. Elle me dit, est-ce que les couples restaient ensemble toute leur vie? C'était une bonne question. Et alors je leur ai dit, moi je crois que non, parce que la vie des hommes et la vie des femmes étaient différentes. Les femmes mouraient certainement beaucoup pendant l'accouchement. Les hommes, c'était plutôt des accidents de chasse. Donc ce n'est pas tout à fait les mêmes âges. Faisons de la science-fiction, arrive tout d'un coup là du fond de l'abri un homo sapiens qui a vécu à Lascaux. Quelle est la question que vous rêveriez de lui poser? On pense à pourquoi, pourquoi vous avez fait ces dessins. Mais on serait sans doute déçus, surpris et déçus. Peut-être qu'il dirait, pourquoi? Bien parce qu'il faut les faire.
Parce que mon grand-père le faisait, et moi, il faut que je le fasse. Et si on ne le faisait pas, il nous arriverait des catastrophes. Ça pourrait être une réponse de ce genre. C'est en surplomb de la Vézère, juste à côté du site de Castelmerle, que nous allons vous saluer. Ce voyage en compagnie de Jean-Claude et de tous ces passionnés vous a convaincu, j'espère, du plaisir ressenti à partir ainsi à la rencontre de nos ancêtres. Et je ne peux m'empêcher de penser que quelque part, autour de moi, se trouvent encore d'autres trésors cachés, d'autres cavités abritant des chefs-d'œuvre méconnus, comme aiment à le dire avec sourire les préhistoriens. Dans notre domaine, on ne sait jamais de quoi le passé sera fait.